Chapitre 1. L'inspecteur de la fondation, Raymond Ray Morrison, avait vu suffisamment de familles brisées en 15 ans de service pour savoir que les monstres arboraient souvent des visages familiers. Mais il ne s'attendait pas à en trouver un endormi à ses côtés chaque nuit. À 38 ans, Ray était un homme taillé dans le granit et l'expérience amère. Sa mâchoire anguleuse portait une cicatrice due à une bagarre au couteau avec un dealer de méthamphétamine 3 ans plus tôt, et ses yeux gris acier ne manquaient de rien. Ses collègues respectaient son approche méthodique des affaires et sa réputation de ne jamais laisser passer les criminels entre les mailles du filet de la procédure. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'obsession de Ray pour la justice provenait de sa propre enfance, où il avait vu son père alcoolique maltraiter sa mère jusqu'à ce que ce salaud finisse par boire jusqu'à en mourir. Ray avait bâti sa vie sur le contrôle et l'ordre. Sa maison de banlieue était impeccable, ses finances précises, sa carrière planifiée à l'année près. Lorsqu'il a rencontré Leah Ansley lors d'une collecte de fonds caritative il y a 5 ans, elle semblait parfaitement s'intégrer à son univers structuré. C'était une infirmière puéricultrice aux yeux marrons chaleureux et au rire doux qui lui redonnait foi en la douceur. Leah avait alors 28 ans, fraîchement sortie d'un divorce difficile avec un musicien incompétent. Elle parlait de son désir de stabilité, d'une vraie famille, de quelqu'un de fiable. Ray pensait la sauver. Maintenant, alors qu'il se tenait dans sa cuisine à examiner des dossiers à 6 heures du matin, il se demandait qui avait vraiment été la proie. Leur fille, Emma, avait été la plus brillante lumière dans la vie soigneusement construite de Ray. À 2 ans, elle avait les yeux marrons de Leah mais le menton têtu de Ray. Elle le suivait en trottinant quand il rentrait du travail, babillant, dada, et levant ses petits bras. Pour la première fois depuis l'enfance, Ray ressentait une sorte de paix. Mais ces derniers temps, quelque chose avait bougé dans sa maison, comme une faille sur le point de se rompre. Leah s'était distante au cours des 6 derniers mois, prenant des quarts supplémentaires à l'hôpital, chuchotant dans son téléphone dans la salle de bain, prétextant l'épuisement lorsque Ray la rejoignait le soir. Elle avait commencé à aller au club de lecture tous les mercredis, bien que Ray ne l'ait jamais vue ouvrir un roman. Lorsqu'il avait mentionné négligemment vérifier le livre qu'elle était censée lire, Leah lui avait répondu avec une venin inhabituelle. L'instinct de détective de Ray hurlait, mais il l'avait repoussé. C'était sa femme, sa famille, ce qu'il avait construit pour remplacer le chaos de son enfance. Il ne pouvait pas laisser la paranoïa le détruire. Ce matin-là, alors que Leah se précipitait dans la cuisine pour se préparer à un autre service matinal, Ray étudia son profil. Elle était toujours belle, les cheveux au burn, tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Une blouse qui ne pouvait cacher ses courbes, mais il y avait une tension dans ses mouvements qui n'était pas présente auparavant. « Je serai peut-être en retard ce soir », dit-elle sans le regarder. Le docteur Gutiérrez m'a demandé de prendre le service du soir aux soins intensifs pédiatriques. Ray hocha la tête, classant l'information. Le docteur Gutiérrez avait 63 ans, une femme et des petits-enfants. Pas vraiment un profil honnête, mais quelqu'un l'était. « Je vais chercher Emma à la garderie », dit-il. La main d'Ila s'arrêta sur sa tasse de café. En fait, j'avais déjà demandé à ma mère de venir la chercher. Je devrais peut-être travailler très tard. Autre mensonge, la mère d'Ila était à Phoenix pour rendre visite à sa sœur. Ray avait vu les photos sur Facebook la veille, mais il se contenta d'acquiescer et d'embrasser la joue d'Ila, goûtant la tromperie sur sa peau. Après son départ, Ray était assis seul dans sa cuisine, entouré de photos de scènes de crime de sa dernière affaire, un meurtre pour violence conjugale où un mari avait battu sa femme à mort avec un démon de pneu. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé des années à enfermer des monstres, sans jamais se rendre compte qu'il en avait invité un dans son lit. Chapitre 2. Fracture au paradis. Le docteur Travis Kellerman avait toujours su décrypter les vulnérabilités des gens. À 35 ans, il possédait ce charme naturel qui inspirait la confiance des patients et incitait les infirmières à s'attarder près de son bureau. Grand et mince, avec une barbe de 3 jours et des yeux verts expressifs, il savait pertinemment à quel point il était beau et le maniait comme un instrument chirurgical. Travis s'était spécialisé en médecine d'urgence pédiatrique à l'hôpital Saint-Maries, où sa réputation de sauveur d'enfants le rendait intouchable. Ce que ses collègues ignoraient, c'est que Travis voyait les enfants comme des opportunités plutôt que comme des patients, pas au sens où les vérifications d'antécédents de l'hôpital étaient censées les détecter. Il n'était pas un prédateur en ce sens, mais il comprenait que des parents désespérés feraient n'importe quoi pour leurs enfants malades, et que les femmes désespérées étaient sa spécialité. Il séduisait des infirmières mariées depuis des années, choisissant toujours des femmes qui avaient quelque chose à perdre.
Le jeu n'était pas qu'une question de sexe. C'était une question de pouvoir, de prouver qu'il pouvait détruire n'importe quelle vie. Leia Morrison avait été son plus grand défi. Pourtant, lorsque Leia a commencé à travailler aux soins intensifs pédiatriques il y a 6 mois, Travis avait immédiatement repéré ses défauts. L'alliance qu'elle tordait lorsqu'elle était nerveuse. La façon dont elle tressaillait lorsque d'autres infirmières mentionnaient le travail de leur mari. La distance prudente qu'elle gardait avec ses collègues masculins. Elle était blindée contre les hommes comme lui, ce qui ne la rendait que plus irrésistible. La campagne avait nécessité des semaines de travail préparatoire minutieux. D'abord, il s'était établi comme sûr, sollicitant son avis sur les cas difficiles, vantant sa compétence auprès de ses superviseurs sans jamais franchir les limites professionnelles. Lorsque sa fille, Emma, était arrivée aux urgences avec une forte fièvre un soir, Travis avait personnellement supervisé ses soins, restant tard pour s'assurer que tout était parfait. La gratitude de Leia avait brisé la première fissure dans ses défenses. La véritable percée est survenue lorsque Travis a évoqué son propre divorce difficile et combien il était difficile de faire à nouveau confiance. Une pure invention. Il n'avait jamais été marié, mais Leia avait répondu avec sa propre histoire de déception et de peur d'être contrôlée. Travis l'avait écoutée avec une empathie éprouvée, offrant juste ce qu'il fallait de vulnérabilité pour la rassurer tout temps. Recueillant des renseignements sur son mariage. Alors qu'il se préparait pour un autre mercredi soir avec Leia, Travis ressentait le frisson familier de la victoire imminente. Elle était complètement sous son charme, se croyant amoureuse d'un homme qui n'existait pas. Ce soir-là, il prévoyait de faire monter les enchères pour la pousser à quitter définitivement son mari. L'ironie était savoureuse, Ray Morrison, le célèbre détective qui avait envoyé des dizaines de criminels en prison, ne voyait même pas celui qui démantelait sa vie de l'intérieur. Travis avait fait des recherches approfondies sur Ray, lisant des articles de presse sur ses affaires, étudiant sa réputation d'efficacité impitoyable. L'homme était dangereux lorsqu'il poursuivait des criminels, mais apparemment aveugle aux menaces dans sa propre maison. La plupart des hommes partageaient l'expérience de Travis. Ils construisaient leur vie sur des présupposés de loyauté et d'amour, sans jamais se rendre compte que ce n'étaient que des outils à exploiter. Ce soir-là, Travis attendait sur le parking de l'hôtel Riverside, regardant la voiture d'Hila se garer à côté de sa BMW. Elle dit à Ray qu'elle travaillait encore tard. Les mensonges étaient plus faciles maintenant, chaque tromperie rendant la suivante plus douce. Alors que Leia s'approchait de sa voiture, Travis remarqua la culpabilité encore gravée sur ses traits. La culpabilité rendait les femmes malléables. Désespérés de prouver que leurs sentiments étaient justifiés, ils comptaient utiliser cette culpabilité à son avantage ce soir. « Tu es magnifique », dit-il tandis qu'elle se glissait sur le siège passager, se penchant pour l'embrasser dans le cou. Il fondit à son contact et Travis sourit. Contre sa peau, elle serait bientôt prête à tout pour lui, même à abandonner sa fille si nécessaire. Car c'était le véritable jeu de Travis, pas seulement séduire la femme d'un autre, mais détruire une famille entière. La réputation de Ray Morrison pour mettre les criminels derrière les barreaux faisait de lui une cible particulièrement satisfaisante. Travis se demandait comment l'inspecteur gérerait le fait d'être la victime pour une fois. Chapitre 3, le dénouement. Ray Morrison n'était pas homme à croire aux coïncidences. 20 ans de carrière dans la police lui avaient appris que les schémas révélaient la vérité. Et le schéma qui se dessinait autour de sa femme devenait impossible à ignorer. Il avait commencé à documenter le comportement de Leia 3 semaines auparavant, non pas par envie, mais parce que son instinct le lui imposait. La même approche méthodique qui faisait de lui un excellent détective se tournait désormais vers l'intérieur, décortiquant sa propre vie avec une précision chirurgicale. Les preuves étaient accablantes, 12 gardes tardives qui ne figuraient pas sur les plannings du personnel de l'hôpital, des débits de cartes de crédit dans des restaurants qu'elle prétendait n'avoir jamais fréquentés. Un nouvel ensemble de lingerie caché au fond de son tiroir, qu'elle n'avait jamais porté pour lui. Des appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement à son entrée dans la chambre. Mary était un homme prudent. Il avait besoin de preuves, pas de soupçons. Alors il commença à la suivre. Le premier mercredi, il avait vu la Honda Civic de Leia se garer sur le parking de l'hôtel Riverside. Elle était restée assise là 10 minutes avant qu'une BMW argentée ne s'arrête à côté d'elle. Ray avait utilisé son téléobjectif pour photographier la plaque d'immatriculation et l'homme qui en était sorti, grand, cheveux noirs, vêtements coûteux. Une recherche rapide au DMV révéla le docteur Travis Kellerman, célibataire. Aucun casier judiciaire. Le deuxième mercredi,
Ray avait réservé une chambre 3 étages au-dessus du leur et avait confirmé ce qu'il savait déjà au fond de lui, sa femme était un autre homme. Mais savoir ne suffisait pas, Ray avait besoin d'un moyen de pression. Ce soir-là, c'était le 3e mercredi et Ray s'était préparé méticuleusement. Il avait installé un logiciel de suivi sur le téléphone de Leia des semaines auparavant, une astuce apprise dans les affaires de violence conjugale où les victimes avaient besoin de preuves de harcèlement. Il avait maintenant des copies de chaque SMS, de chaque photo supprimée, de chaque appel téléphonique chuchoté. Les messages révélaient plus qu'un simple adultère. Ils révélaient la vraie nature de Travis Kellerman, sa manipulation, sa cruauté, son mépris évident pour Leia et Emma. Lors d'un échange particulièrement violent, Travis avait traité Emma de fardeau et suggéré que Leia devrait choisir entre sa fille et leur avenir commun. Ce message avait tout changé pour Ray. Il ne s'agissait plus seulement d'une épouse infidèle. Il s'agissait d'un prédateur qui menaçait son enfant. Alors que Ray était assis dans son fourgon de surveillance surveillant l'hôtel, son téléphone vibra, un message du service de police lui parvint, une autre affaire de violence conjugale, une mère avait accidentellement cassé le bras de son enfant de 3 ans. Ray fixa le message, une sensation de froid se cristallisant dans sa poitrine, les enfants étaient sacrés. Quiconque les menaçait ne méritait aucune pitié. À 21h47, Leia sortit de l'hôtel, l'air débraillé et coupable. Travis lui fit un baiser d'adieu avec la possessivité désinvolte d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Ray suivit Leia chez elle, arrivant quelques minutes après elle. Elle était sous la douche lorsqu'il entra, lavant les traces de sa trahison. Il s'assura qu'Emma dormait paisiblement dans son berceau et sentit sa détermination se durcir. Lorsque Leia sortit de la salle de bain en peignoir, Ray était assis sur leur lit, lisant apparemment des dossiers. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-il sans lever les yeux. « Épuisant » répondit-elle, le mensonge sortant de sa bouche avec une aisance éprouvée. « J'ai perdu un patient ce soir. Une enfant de 8 ans victime d'un accident de voiture. » Ray hocha la tête avec sympathie, prenant note mentalement. Il n'y avait eu aucun décès d'enfant à Saint-Maries depuis 3 semaines. Il vérifia. Même ces histoires de couverture étaient des inventions. « Je suis désolé, ma puce, » dit-il en la serrant contre lui. Elle se raidit légèrement à son contact et ressentit son cœur se glacer. « Pourquoi ne vas-tu pas dormir un peu ? Tu as l'air fatigué. » Tandis que Leia s'installait à côté de lui, Ray resta éveillé, les yeux fixés au plafond. Il repensa aux affaires de violence conjugale. Il avait étudié les schémas d'escalade, le moment où les victimes réalisaient que leur vie était en danger. Mais Ray n'était pas une victime. C'était un prédateur qui dormait. Et sa femme venait de réveiller quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Demain, ils commenceraient à planifier leur destruction, pas seulement Lila et Travis, mais tous ceux qui avaient permis cette trahison. Quand Ray Morrison en aurait fini, il comprendrait ce que cela signifiait de menacer sa fille. La justice, Ray l'avait appris depuis longtemps, n'était pas toujours légale. Parfois, elle était personnelle. Chapitre 4, le catalyseur. La salle d'urgence de l'hôpital Saint-Maries vibrait de son habituel chaos contrôlé lorsque Ray Morrison fit irruption, sa fille de 2 ans inconsciente dans les bras. Les lèvres d'Emma étaient bleues, sa respiration était courte et laborieuse. L'entraînement de Ray prit le dessus, même si la panique le tenaillait. Protéger l'enfant, sécuriser la scène, trouver la vérité. « J'ai besoin d'aide. » cria-t-il, sa voix tranchant le bruit ambiant comme une lame. « Ma fille ne peut plus respirer. » Les infirmières les encerclèrent aussitôt et transférèrent Emma sur un brancard. Tandis qu'il se précipitait vers le service de traumatologie, Ray les suivit, son esprit de détective cataloguant chaque détail, tandis que le cœur de son père hurlait. « Que s'est-il passé ?» demanda le docteur Suzanne Chin tandis qu'il s'activait, insérant 4 moniteurs et les fixant. « Je suis rentré à la maison et je l'ai trouvé comme ça, » dit Ray d'une voix ferme, malgré le chaos qui l'envahissait. Ma femme dit qu'elle était tombée, mais les moniteurs se mirent à biper frénétiquement. Le taux d'oxygène d'Emma était dangereusement bas. « Faites venir une thérapie respiratoire ici immédiatement, » ordonna le docteur Chin. « Épais-je, docteur Kellerman. Nous avons besoin d'une urgence pédiatrique. » Le sang de Ray se glaça. Travis Kellerman, l'homme que sa femme s'apprêtait à poser les mains sur sa fille mourante. Comme interpellé par les pensées les plus sombres de Ray, Travis apparut dans l'embrasure de la porte. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent et Ray vit quelque chose passer sur le visage du médecin, la surprise, peut-être même la culpabilité, avant que le calme professionnel ne prenne le dessus. « Que avons-nous »
demanda Travis en s'approchant du lit d'Emma avec une efficacité éprouvée. Détresse respiratoire chez une fillette de 2 ans, possible aspiration, rapporta le docteur Chin. Travis commença son examen et rit d'admettre que ce salaud était compétent. Ses mains étaient douces mais sûres. Il vérifia les voies respiratoires d'Emma, écouta sa respiration, ordonna des examens complémentaires. Quoi qu'il en soit, Travis semblait sincèrement préoccupé par l'état d'Emma. Mais Leia arriva. Ray entendit sa voix dans le couloir avant de la voir, ce degré de panique particulier que tous les parents reconnaissaient. Elle se précipita dans la salle de traumatologie, le visage blême de terreur, et se rendit immédiatement aux côtés d'Emma. « Oh mon Dieu, mon bébé !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» C'est alors que Ray remarqua l'infirmière Patricia Williams. La femme âgée se tenait figée près du placard à fournitures, le visage décoloré. Elle fixait Leia. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle faillit laisser tomber le médicament qu'elle tenait. Patricia, appela le docteur Chin. Vous allez bien? L'infirmière leva les yeux, surprise, et son regard alla de Leia à la sortie, comme pour calculer les issues de secours. Je vais bien, juste fatigué. Mary n'y croyait pas. Il avait déjà vu ce regard chez des témoins qui avaient reconnu des suspects dans des victimes affrontant leurs agresseurs. Patricia Williams était terrifiée par sa femme. Pourquoi est-elle ici? Murmura Patricia à une autre infirmière. Sa voix était à peine audible, mais l'oreille exercée de Ray captait chaque mot. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place avec une clarté terrifiante, la terreur de Patricia, les blessures mystérieuses d'Emma au cours des derniers mois. Que Leia ait justifié le timing de la liaison de sa femme. Ray sentit sa vision se rétrécir, tandis que la rage montait en lui comme de l'acier en fusion. Docteur Kellerman, dit d'une voix d'un calme mortel. J'ai besoin de vous parler en privé. Travis leva les yeux du dossier d'Emma, la lassitude perçant dans ses yeux. Monsieur Morrison, votre fille a besoin de tout de suite. Ray interrompit son ton, ne laissant place à aucune discussion. Ils entrèrent dans le couloir et Ray utilisa toute sa maîtrise de soi pour ne pas plaquer Travis contre le mur. Au lieu de cela, il parla du même ton mesuré qu'il employait lorsqu'il interrogeait les suspects. Depuis combien de temps êtes-vous ma femme? Le sang-froid de Travis se brisa légèrement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. 6 mois, continua Ray, comme si Travis n'avait pas parlé. Tous les mercredis, à l'hôtel Riverside, chambre 237, tu conduis une BMW argentée, immatriculée 4HRT 891. Tu lui as dit qu'Emma était un fardeau et qu'elle devrait choisir entre sa fille et toi. Le visage de Travis s'est vidé de ses couleurs. Tu es visiblement désemparé. Moi, je suis, dit Ray en s'approchant, un homme qui a découvert que sa femme est une prédatrice, et que cette même prédatrice soigne maintenant sa fille. Alors je vais te le demander une fois de plus, que sais-tu des blessures d'Emma? La question flottait dans l'air comme une arme chargée, car Ray avait réalisé quelque chose qui lui glaçait le sang. L'expertise médicale de Travis ferait de lui le complice idéal pour quelqu'un qui maltraite un enfant. Il saurait exactement quelles blessures seraient accidentelles, quels symptômes seraient ignorés, comment dissimuler une maltraitance. Travis ouvrit la bouche pour répondre, mais ce qu'il allait dire fut interrompu par les alarmes de la chambre d'Emma. Ils se précipitèrent pour constater que sa respiration s'était aggravée. Il faut intuber, dit Travis. Tout ce drame personnel, oublié face à la crise médicale. Donnez-moi une sonde endotrachéale de taille 3. Tandis qu'il s'efforçait de sauver la vie d'Emma, Ray se tenait en retrait et observait sa femme vraiment. Ses larmes semblaient sincères, mais il y avait autre chose dans son expression, un calcul derrière le chagrin qui lui retourna l'estomac. Lorsqu'Emma fut enfin stabilisée et qu'elle respirait régulièrement grâce au respirateur, Ray prit une décision qui allait tout changer. Il allait tout les détruire. Chapitre 5, découvrir la vérité. Ray Morrison passa les 48 heures suivantes dans un état de fureur contenue, conservant l'apparence d'un père inquiet, tout en menant l'enquête la plus importante de sa carrière. Emma resta en soins intensifs pédiatriques, sous sédatifs et stable, mais pas encore hors de danger. Les médecins, menés par Travis, ironie du sort, avaient diagnostiqué une détresse respiratoire sévère due à ce qui semblait être une réaction allergique ou un possible empoisonnement. Mary savait qu'il n'en était rien. Il avait vu la marque d'aiguille sur le bras d'Emma, que le personnel médical avait écarté comme un point d'insertion. L'emplacement était erroné, l'angle incompatible avec la procédure médicale.
Quelqu'un avait injecté quelque chose à sa fille et Ri avait des soupçons croissants quant à l'identité de l'auteur. Tandis que Leia veillait au chevet d'Emma, jouant le rôle de la mère dévouée, Ri travaillait comme contact dans tout l'hôpital. 20 ans de carrière dans la police lui avaient appris que la force des institutions dépend de la faiblesse de leurs maillons, et que chaque lieu de travail comptait des employés disposés à parler. Sa révélation lui vint d'une source inattendue, Miguel Santos, un concierge de nuit en soins intensifs pédiatriques. Miguel était sans papier, ce qui le rendait invisible pour la plupart du personnel, mais signifiait aussi qu'il remarquait tout. Sa survie en dépendait. L'infirmière, celle aux cheveux roux, Miguel, dit lorsqu'elle l'a coincée dans le placard à fournitures, elle vient parfois quand elle n'est pas programmée. Tard le soir, quand il n'y a qu'une équipe réduite, Leia, Morrison. Ray lui montra une photo. Miguel hocha la tête. Elle a des codes d'accès pour que la sécurité ne l'arrête pas. Mais je l'ai vue entrer dans les chambres quand les familles n'étaient pas là. Parfois, elle apporte des choses dans son sac à main, des petits flacons, des seringues. Ray sentait son monde basculer. Tu l'as vu injecter des patients, pas de patience. Miguel dit, les yeux sombres d'inquiétude. Les 4 sacs. Elle met quelque chose dans les 4 sacs puis les raccroche. Le lendemain matin, les enfants sont plus malades. Le concierge a sorti son téléphone, les mains tremblantes. J'ai commencé à enregistrer parce que j'avais peur pour les enfants. Mon propre petit-fils a été patient ici le mois dernier. La vidéo était granuleuse mais suffisamment claire. Leia, en blouse, entrant dans la chambre 314. À 21h17. Elle s'est approchée du stand des 4, a sorti un petit flacon de son sac à main et a injecté son contenu dans la poche de solution saline. L'horodatage indiquait que c'était il y a 3 semaines, une nuit où Leia avait dit à Ray qu'elle faisait de garde. Qu'est-il arrivé aux patients dans cette chambre, a demandé Ri, bien qu'il redoute la réponse. Un petit garçon de 5 ans est arrivé pour une opération de routine. Il a développé des complications cette nuit-là, insuffisance respiratoire, arrêt cardiaque. Ils l'ont sauvé, mais Miguel haussa les épaules, impuissant. Il était toujours dans le coma, les poings serrés de Ray. Sa femme n'était pas seulement une adultère. C'était une agresseuse d'enfants en série. Pire encore, elle le faisait sous couvert de soins médicaux, utilisant sa position d'infirmière pour nuire aux patients les plus vulnérables. Mais pourquoi? Et comment Travis s'y est-il retrouvé? La réponse est venue d'une autre source, les dossiers hospitaliers que Ri a obtenus par des voies non officielles. Le croisement des horaires de travail d'Ila avec les complications des patients a révélé un schéma s'étalant sur 4 mois. Chaque enfant ayant subi des contretemps mystérieux avait été pris en charge par Leia pendant les gardes de nuit. Mais plus révélateur encore, Travis avait été le médecin traitant de chaque cas de syndrome de Munchausen par procuration. Ri réalisa avec une lucidité esséurante, Leia rendait les enfants malades et Travis les sauvait héroïquement. Le personnel médical voyait le docteur Kellerman comme un faiseur de miracles, l'homme capable de sauver des patients quand tout espoir semblait perdu. Cela a bâti sa réputation tout en alimentant le besoin d'attention et de drame de Leia. Cette liaison n'était qu'un bonus, 2 psychopathes qui s'étaient trouvés. Mais le cas d'Emma était différent. Il ne s'agissait pas de soins médicaux ni de jouer les héros. C'était personnel. Ils avaient utilisé sa fille comme cas test, probablement pour voir s'ils pouvaient le manipuler comme ils manipulaient d'autres familles. Le téléphone de Ray vibra, un SMS de Leia rentrant chez elle pour prendre une douche et se rapprocher. 1 heure plus tard. Dieu merci, Travis prend si bien soin d'Emma. L'ironie du sort lui donna envie de vomir. Au lieu de cela, Ray se dirigea vers le poste de Patricia Williams. L'infirmière la plus âgée l'évitait depuis cette première nuit, mais il comprenait maintenant pourquoi. Elle savait quelque chose des activités de Leia, mais avait trop peur pour parler. Il faut qu'on parle, dit Ri en coinçant Patricia près du local à médicaments. Elle recula d'un pas, je ne peux pas. Je dois retourner travailler. Patricia. La voix de Ray portait l'autorité de 15 ans de service. Des enfants meurent? Emma a failli mourir. Si vous savez quelque chose, vous avez l'obligation morale de parler. Le sang-froid de la vieille dame se brisa. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle regardait autour d'elle pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Je m'en doutais depuis des semaines, murmura-t-elle. Au début, ce n'était que des détails, des médicaments qui disparaissaient dans des sacs qui semblaient altérés. Puis j'ai commencé à remarquer le même phénomène chez les patients d'Ila. Mais qui me croirait? Elle est mariée à un détective et le docteur Kellerman se porte garant d'elle.
Et Emma en particulier? Le visage de Patricia se décomposa. J'ai vu Leia dans la chambre de votre fille 1 heure avant votre arrivée. Elle n'était pas censée travailler à cet étage, mais elle a dit qu'elle vérifiait la nouvelle admission. Quand je suis revenu 20 minutes plus tard, Emma était en détresse. Le déclic s'est produit. Leia avait délibérément empoisonné leur fille, sachant que Ray l'emmènerait à l'hôpital où Travis pourrait jouer les héros. C'était la mise à l'épreuve ultime de leur contrôle. Pourrait-il manipuler ne serait-ce qu'un inspecteur de police? Ils allaient découvrir à quel point ils avaient mal calculé le chapitre 6, le point de non-retour. Ray Morrison était assis dans sa voiture devant l'hôpital Saint-Marie à 3 heures du matin, observant le bâtiment où sa fille luttait pour sa vie et où sa femme se livrait à ses jeux pervers. Emma était désormais stable, respirant seule, mais les médecins l'avaient averti que la toxine qui avait failli la tuer pourrait lui causer des séquelles durables. Sur le siège passager se trouvaient 3 dossiers manilles, l'un contenant les preuves vidéo de Miguel, un autre la déclaration signée de Patricia Williams et le troisième les documents de surveillance de Ray concernant la liaison de Leia et Travis. Suffisamment de preuves pour ruiner leur carrière et les envoyer en prison pour mise en danger d'enfants, tentative de meurtre et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Mary ne pensait plus à la justice. Il avait passé 20 ans à mettre des criminels derrière les barreaux, à les voir purger des peines réduites, obtenir une libération conditionnelle, parfois même s'en tirer pour vice de forme. Il avait vu des victimes, des familles détruites par un système qui privilégiait la réhabilitation à la vengeance. Sa propre fille était devenue victime de ce même système défaillant parce qu'il lui faisait confiance pour protéger les innocents tandis que les monstres portaient des blouses blanches. Plus jamais. Le téléphone de Ray vibra avec un SMS de Travis, Emma réagit bien au traitement. Tu peux être tranquille, sachant qu'elle est entre de bonnes mains. L'audace était à couper le souffle. L'homme qui avait aidé à empoisonner sa fille jouait maintenant au médecin inquiet, probablement en train de jouir de la gratitude et du soulagement de Ray. Un autre SMS, celui-ci, de Leia, qui reste à l'hôpital ce soir pour être près d'Emma. Travis est tellement merveilleux. Nous avons de la chance de l'avoir, quelle chance, vraiment. Ray démarra sa voiture et rentra chez eux, dans leur maison vide. Il avait du travail et le temps pressait. Lala serait de retour demain matin pour se doucher et se changer. Travis continuerait sa tournée, se délectant des éloges pour ses efforts héroïques pour sauver Emma. Ils pensaient tous les deux avoir gagné. Dans son sous-sol, Ray ouvrit un casier de rangement qu'il n'avait pas touché depuis 5 ans. À l'intérieur se trouvaient des outils de l'époque militaire, avant qu'il ne devienne policier. Il était dans les forces spéciales depuis 8 ans. Certaines compétences ne s'étaient jamais estompées et certains équipements n'étaient jamais devenus obsolètes. Le plan qui se formait dans son esprit était élégant dans sa brutalité. Ray avait appris en voyant trop de criminels commettre la même erreur. Ils laissaient l'émotion guider leurs actions, devenant négligents et désespérés. Ils ne commettraient pas cette erreur. Ce serait méthodique, précis et absolument dévastateur. Mais ils devaient d'abord assurer la sécurité d'Emma. Tant qu'elle resterait à l'hôpital sous les soins de Travis et Leia, elle était vulnérable. Ray passa une série d'appels à ses collègues, tirant profit de ses années au sein des forces de l'ordre. À l'aube, Emma avait été discrètement transférée à l'hôpital pour enfants de l'autre côté de la ville, sous les soins du docteur Sarah Martinez, une spécialiste en pédiatrie que Ray avait rencontrée lors de précédentes affaires. Le transfert avait été présenté comme une consultation pour les symptômes inhabituels d'Emma. Mary avait exprimé clairement ses inquiétudes concernant le personnel de Saint-Maries. Vous dites que vous soupçonnez des abus médicaux, avait demandé le docteur Martinez lors de leur conversation téléphonique. Je dis que ma fille a failli mourir dans des circonstances suspectes et je veux qu'elle soit en sécurité pendant que j'enquête. Avait répondu Ray. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas non plus tout à fait un mensonge. Emma étant en sécurité, Ray retourna à Saint-Maries pour observer les réactions de ses cibles. Il arriva juste au moment où Leia franchissait les portes des soins intensifs, la panique se lisant sur le visage. Où est-elle ? Demanda-t-elle au poste des infirmières. Où est Emma ? Madame Morrison, dit calmement l'infirmière responsable. Votre fille a été transférée pour des soins spécialisés. Votre mari l'a autorisé. Transférée où ? La voix de Yella montait, attirant l'attention des autres familles dans la salle d'attente. Ray sortit de derrière un pilier de l'hôpital pour enfants. Je voulais un deuxième avis sur son état. Le soulagement envahit si vite le visage de Leia que Ray faillit manquer l'éclair. De la fureur peut-être, ou de la frustration ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'étais terrifié à l'idée qu'il se soit passé quelque chose ?
C'était une décision de dernière minute. Reddy en l'observant attentivement, le docteur Martinez voulait effectuer des examens spécialisés qui ne sont pas disponibles ici. J'aurais dû être consulté, dit Leia, sa colère à peine contenue. Je suis sa mère et son père, répondit Ri d'un ton absolument neutre. Le père qui l'a trouvée mourante dans notre salon pendant que sa mère restait là, sans rien faire. L'accusation flottait dans l'air comme une lame. Le visage d'Hila devint blanc, puis rouge d'indignation. Comment osez-vous, Madame Morrison? Travis apparut à côté d'eux. Sa voix, douce et professionnelle. Je comprends, vous êtes contrarié par le transfert d'Emma, mais l'hôpital pour enfants dispose d'excellentes installations. Je suis sûr qu'elle recevra des soins exceptionnels. Ri observa l'expression de Travis, notant les micro-expressions qui trahissaient ses véritables sentiments. Le médecin était furieux d'avoir perdu le contrôle du cas d'Emma, mais il le cachait derrière une attitude inquiète. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Travis continua de lancer un regard entendu à Hila. Bonne idée, dit Ri. Pourquoi ne venez-vous pas tous les deux chez moi ce soir? On pourrait discuter sérieusement des soins d'Emma, disons vers 21h. Leia et Travis échangèrent un regard si chargé de communication qu'aurait failli rire de leur transparence. Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que Travis commença. J'insiste. Ri interrompit sa voix, avec juste ce qu'il fallait de mordant pour indiquer clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Après tout, vous êtes tous les deux tellement investis dans le bien-être d'Emma que le moins que je puisse faire, c'est de vous préparer à dîner. Alors que Ray s'éloignait, il sentit leur regard scruter son dos. Il se demandait probablement s'ils soupçonnaient quelque chose, si le transfert était aléatoire ou délibéré, s'ils étaient en danger. Il n'avait aucune idée du bien fondé de leur peur. Ce soir, Ray Morrison commencerait à égaliser. Et lorsqu'il aurait terminé, Travis Kellerman et Leia Morrison comprendraient que certains pères ne pouvaient être manipulés, menacés ou brisés. Certains pères étaient des prédateurs au sommet de la pyramide qui dormaient jusqu'à présent. Chapitre 7, le piège ressort. La maison des Morrison était située dans une impasse tranquille où les voisins vaquaient à leurs occupations et où des chênes offraient une intimité naturelle. Ri avait délibérément choisi cet endroit. Quand lui et Leia se marièrent, la paranoïa d'un détective exigeait un environnement sécurisé. Ce soir, cette même paranoïa servirait. Un dessin plus sombre. À 20h45, Ri termina ses préparatifs. Le salon était tel qu'il était la nuit dernière. Emma faillit mourir, mais les apparences étaient trompeuses. Des caméras cachées capturaient tous les angles et des appareils d'enregistrement garantissaient que rien ne passerait inaperçu. Dans la cuisine, 3 verres à vin étaient posés sur le comptoir, à côté d'une coûteuse bouteille de Cabernet. L'un d'eux était imprégné d'une dose précise de rohypnol, l'autre d'un agent paralysant que Ri avait acquis grâce à des contacts militaires, et le troisième était parfaitement propre. Ray consulta sa montre, 20h55. Ils arriveraient pile à l'heure, car la ponctualité était le moyen pour Travis de garder le contrôle en société. Le médecin ne put s'empêcher de démontrer sa supériorité par des manières irréprochables et une préparation minutieuse. Les phares balayèrent les vitres avant lorsqu'une BMW argentée s'engagea dans l'allée. Ray régla son appareil d'enregistrement caché et ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. Travis Leia, dit-il en embrassant sa femme et en serrant la main de son amante. Merci d'être venu. Je sais que cette période a été difficile pour nous tous. Travis portait des vêtements décontractés coûteux, un jean de marque et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il se tenait avec l'assurance naturelle d'un homme qui se croyait intouchable. Leia portait une robe bleue. Ray la lui avait offerte pour leur anniversaire l'année dernière. L'ironie ne lui échappait pas. Comment va Emma? Demanda Leia tandis qu'il s'installait dans le salon. Mieux, répondit Ray en versant du vin d'une main ferme. Le docteur Martinez pense qu'elle se rétablira complètement, même si elle effectue encore des examens pour déterminer la cause de la détresse respiratoire. Il tendit à Leia le verre imprégné de rohypnol. Pas assez pour causer de graves dommages, mais suffisant pour la rendre docile et confuse. Travis reçut le paralysant, un médicament qui le rendrait conscient mais incapable de bouger. Ri garda le verre propre pour lui. Pour le rétablissement d'Emma, dit Ray en levant son verre. Ils burent et Ray ressentit une satisfaction froide en regardant ses ennemis se détruire. Le médicament prendrait 15 à 20 minutes pour atteindre son plein effet, largement le temps pour la conversation que Ri avait prévue. Travis.
Ri d'un ton conversationnel, depuis combien de temps êtes-vous médecin urgentiste pédiatrique? 8 ans. Travis répondit en se calant dans son fauteuil avec l'assurance naturelle d'un homme parlant de sa plus grande passion. J'adore travailler avec les enfants. Ils sont si résilients, si confiants. Confiants, répéta Ray, goûtant le mot. C'est intéressant. Pensez-vous que cette confiance soit parfois mal placée? Une lueur passa dans les yeux de Travis, mais son sourire resta ferme. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Ray poursuivit, les parents confient la vie de leurs enfants aux professionnels de la santé. Ils croient que les médecins et les infirmières veulent aider, pas nuire. Mais que se passerait-il si cette confiance était mal placée? Et si ceux qui étaient censés sauver des enfants leur faisaient en réalité du mal? Leia s'agita, mal à l'aise. Le rohypnol commençait à affecter son équilibre et son jugement, la rendant moins capable de maintenir l'apparence prudente qu'elle arborait depuis des mois. Ray, dit-elle d'une voix légèrement pâteuse. De quoi parles-tu? Je parle de schémas récurrents, ma chérie, répondit Ray, son ton restant conversationnel malgré l'acier sous-jacent. Par exemple, le schéma des enfants dont tu t'occupes développant de mystérieuses complications pendant les gardes de nuit, ou le schéma du docteur Kellerman sauvant héroïquement ces mêmes enfants, se forgeant une réputation de faiseur de miracles. Travis posa son verre de vin et Ray remarqua le léger tremblement de sa main. Le paralytique commençait à faire effet. C'est une sacrée accusation, dit Travis, s'efforçant de garder son calme même si son corps commençait à le trahir. Je pense que le chagrin causé par l'état d'Emma pourrait affecter ton jugement. Mon jugement est parfaitement clair, dit Ray. Veux-tu voir les preuves? Il tendit la main vers le premier dossier de manille étalant des photos de scènes de crime sur la table basse. Pas des photos des crimes médicaux de Leia et Travis. Des photos des dossiers en cours de Ray. Images de maltraitance d'enfants, de violences conjugales, de scènes de meurtre. 20 ans de carrière policière vous apprennent à reconnaître les schémas récurrents, dit Ray tandis que son invité fixait les images horribles. Ce sont tous des cas sur lesquels j'ai travaillé récemment, des parents qui ont blessé leurs propres enfants, des soignants qui ont exploité des personnes vulnérables, des professionnels de la santé qui ont utilisé leur position pour maltraiter des patients. Leia avait visiblement du mal à se concentrer. Le médicament la rendait désorientée et vulnérable. Travis restait vigilant, mais Ray pouvait lire la panique dans ses yeux lorsqu'il réalisa que ses membres ne répondaient pas correctement. Le système judiciaire a laissé tomber chacune de ses victimes. Ray continua, sa voix prenant une tournure plus sombre, des réductions de peine, des négociations de plaidoyer, des détails techniques qui laissent les monstres en liberté. Mais ce soir, nous allons discuter d'une autre forme de justice. Il se leva et se dirigea vers la cuisine, d'où il revint avec un sac de sport noir qu'il déposa par terre entre ses invités paralysés. Travis, dit Ray, il ouvrit le sac pour révéler une panoplie d'instruments médicaux, scalpels, seringues, scies à os, et autres outils qui brillaient sous les lumières du salon. Puisque tu es passionné par les procédures médicales, j'ai pensé que tu apprécierais peut-être ce matériel de chirurgie militaire de campagne, très efficace à diverses fins. Travis essaya de parler, mais ses cordes vocales devenaient de plus en plus insensibles. Seuls ses yeux restaient pleinement fonctionnels, écarquillés de terreur. Alors qu'il commençait à comprendre sa situation, Leia Ray poursuivit, « Tu as toujours été fasciné par les effets des différentes drogues sur le corps humain. Ce soir, vous allez vivre cette fascination sous un angle nouveau. » Ray sortit une fiole de liquide clair et une seringue, vérifiant le dosage avec une précision professionnelle. Il s'agit de swinylcholine, un agent paralysant qui vous rend complètement conscient pendant que votre corps s'arrête. C'est le même médicament que vous avez utilisé sur Emma. En fait, je trouvais cela poétique. L'horreur de leur situation pénétrait enfin leurs esprits embrumés par la drogue. Ils étaient piégés chez un homme qu'ils avaient trahi, empoisonné et impuissant, face à quelqu'un qui savait exactement comment infliger une douleur maximale tout en les maintenant en vie. Ray avait passé 20 ans à étudier les aspects les plus sombres de la nature humaine. Ce soir, il allait démontrer tout ce qu'il avait appris. Chapitre 8, le jugement. Ray Morrison se déplaçait avec la précision méthodique d'un chirurgien tandis qu'il préparait ses instruments, chaque outil étant disposé avec le même soin qu'autrefois pour organiser les preuves sur les scènes de crime. Travis et Leia, paralysés sur leurs chaises, conscients mais impuissants, regardaient leur bourreau à l'œuvre. Avec une terreur grandissante. La beauté de la colline suintante, dirait sur le ton de la conversation en remplissant une autre seringue, c'est qu'elle imite la mort naturelle, insuffisance respiratoire,
arrêt cardiaque très difficile à détecter lors d'une autopsie, à moins de savoir quoi rechercher. Il injecta d'abord Leia, observant la mobilité restante quitter son corps. Elle pouvait encore respirer, penser, ressentir tout, mais elle ne pouvait ni bouger, ni crier, ni s'échapper. Travis reçut le même traitement, ses yeux suivant les mouvements de Ray avec une intensité désespérée. Tous deux comprirent alors qu'il ne s'agissait ni d'un interrogatoire ni d'une confrontation. C'était une exécution déguisée en procédure médicale. « Je veux que tu comprennes quelque chose », dit Ray en s'installant sur une chaise en face d'eux. « Il ne s'agit pas de cette liaison. J'ai arrêté de me soucier de votre relation pathétique il y a des semaines. Il s'agit d'Emma. » Il sortit son ordinateur portable et ouvrit les fichiers vidéo qu'il avait compilés, les images de surveillance de Miguel, les dossiers médicaux, les enregistrements de conversations téléphoniques. « Tu pensais vraiment pouvoir empoisonner ma fille sans encombre ?» demanda Ray en tournant l'écran pour qu'ils puissent voir les preuves de leur crime. « Tu pensais que j'étais juste un père en deuil comme les autres, manipulable ?» Sur l'écran, Leia se voyait injecter des substances dans 4 sacs, trafiquer des médicaments, créant les situations d'urgence que Travis allait ensuite résoudre héroïquement. Le schéma était indéniable, les preuves accablantes, 17 enfants, poursuivirent et d'une voix de plus en plus froide. 17 enfants innocents que tu as empoisonnés, torturés, traumatisés à cause de tes jeux malsains. Certains d'entre eux ont subi des séquelles permanentes. Le petit garçon de 5 ans que tu as plongé dans le coma lutte encore pour sa vie. Ray se leva et alla à sa table d'opération, sélectionnant un scalpel avec le même soin que d'autres hommes choisissent pour leur club de golf. La chirurgie militaire de campagne apprend des choses intéressantes sur l'anatomie humaine, dit-il en testant le tranchant de la lame contre son pouce. Quelle douleur un corps peut-il endurer tout en restant conscient? Comment maintenir quelqu'un en vie grâce à des procédures qui devraient le tuer? Comment faire en sorte que la mort prenne des heures au lieu de quelques minutes? La terreur dans leurs yeux était absolue. Maintenant, ils jouaient avec la vie des enfants, sans jamais imaginer que quelqu'un puisse jouer de la même manière avec la leur. Ray commença par les doigts de Travis, des incisions précises qui sectionnaient les tendons sans toucher les artères principales. Les mains chirurgicales du médecin, qui avait sauvé des vies et les avait détruites dans une égale mesure, furent méthodiquement rendues inutiles. Travis ne pouvait ni crier, ni bouger, ne pouvait que regarder sa carrière et son identité se démanteler, une incision à la fois. Chaque doigt représente un enfant blessé. Expliqua Ray avec un regard clinique. Ce petit cochon est allé au marché. Ce petit cochon est resté à la maison. Leia était forcée d'observer chaque instant, sa propre terreur grandissant à mesure qu'elle réalisait que son tour approchait. L'effet du rohypnol s'était suffisamment dissipé pour qu'elle puisse réfléchir. Clairement, mais la paralytique la maintenait prisonnière de son propre corps. Lorsque Ray en eut fini avec les mains de Travis, il bougea. Mais son approche avec elle était différente, plus personnelle, plus intime dans sa cruauté. « Tu me suppliais d'avoir un autre enfant », dit Ray en sortant un autre ensemble d'instruments. « Tu as dit qu'Emma avait besoin d'un frère ou d'une sœur, que tu voulais me donner d'autres enfants, mais pendant tout ce temps, tu prévoyais de blesser la fille que nous avions déjà. » Les instruments gynécologiques que Ray avait acquis étaient conçus pour une chirurgie de précision, mais entre ses mains, ils devinrent des instruments de justice poétique. Chaque incision, chaque procédure était soigneusement calculée pour causer un maximum de dommages psychologiques, en plus du traumatisme physique. C'est pour chaque nuit où tu es rentré après avoir blessé des enfants et où tu l'as embrassé pour lui dire bonne nuit, dit Ray en travaillant, pour chaque fois où tu as fait semblant d'être une mère aimante tout en planifiant sa souffrance. Les heures passèrent, Ray travailla avec une efficacité professionnelle, gardant ses victimes conscientes et conscientes tout au long de leur épreuve. Il avait étudié en profondeur le point de rupture humain grâce à son travail de policier, savait exactement quel traumatisme une personne pouvait endurer avant d'être sous le choc. Mais Ray ne s'intéressait pas à la simple mort. Il voulait des aveux, la reconnaissance de leurs crimes. « Parlez-moi des autres », dit-il pendant une de ses pauses, leur offrant de l'eau pour qu'ils restent suffisamment hydratés pour continuer. Les enfants avant Emma, combien d'hôpitaux, combien de victimes? Le regard de Travis lançait une imploration de clémence qui ne viendrait jamais. L'expression de Lala avait dépassé la terreur pour s'apparenter à la folie. J'ai passé la nuit à nettoyer ces instruments avec une précision aseptique. En fait, j'ai pris des vacances du service tout le week-end. C'est incroyable comme ils sont compréhensifs quand un enfant est sur le point de mourir. À l'aube, Ray fit ses derniers préparatifs. Ces 2 victimes étaient au-delà de la douleur, vivant désormais dans un état crépusculaire entre la vie et la mort,
mais elles étaient encore conscientes de ce qui leur arrivait. Un dernier mot, demanda Ray, inversant temporairement la paralysie vocale par une injection soigneusement dosée. Travis essaya de parler, mais ne put produire qu'un sifflement liquide. Sa gorge était trop endommagée par le travail de la nuit. Lala parvint à prononcer 2 mots, « S'il vous plaît, arrêtez ». Ray sourit pendant la première fois depuis l'empoisonnement d'Emma. Emma a-t-elle prononcé ces mots en l'entendant? L'un des enfants que vous avez torturé vous a-t-il supplié d'arrêter? Il n'a pas attendu de réponse. Au lieu de cela, il a préparé les dernières injections, des doses massives de chlorure de potassium qui arrêteraient leur cœur en quelques minutes. Au revoir, il a dit Ray en trouvant une veine dans le cou de sa femme. Dis bonjour à l'enfer pour moi. Alors que les médicaments faisaient effet, Ray regardait la vie disparaître de leurs yeux avec le même détachement clinique qu'il avait autrefois utilisé pour observer les scènes de crime. La justice, se disait-il, n'était pas toujours belle, mais toujours nécessaire. Chapitre 9, Nouveau départ. 3. Mois plus tard, Ray Morrison était assis dans un café en face de l'hôpital pour enfants et regardait Emma jouer dans la petite aire de jeu visible par la fenêtre. Sa fille s'était complètement rétablie, sa résilience s'étant révélée plus forte que le poison qui avait failli la tuer. Elle riait en descendant le toboggan, complètement inconsciente de l'obscurité qui avait failli la consumer. L'enquête officielle sur la disparition de Leia et Travis a été minutieuse, mais finalement infructueuse. 2 adultes ayant accès à des médicaments et à des connaissances médicales, des antécédents de comportement à risque et des preuves croissantes de fautes médicales. Les profileurs du FBI ont émis l'hypothèse qu'ils avaient fui le pays plutôt que d'être poursuivis. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et, après 12 semaines, l'affaire a été discrètement transférée à la division des affaires non résolues. Ray avait repris le travail après un bref congé de deuil, acceptant les condoléances de ses collègues qui pensaient que sa femme les avait abandonnés, lui et Emma. La compassion était sincère et Ray a joué le rôle du mari trahi avec une sincérité convaincante. Après tout, il ne jouait pas vraiment la comédie. Leia l'avait trahi, mais pas de la manière dont ses collègues le croyaient. Emma s'épanouissait sous la garde de Madame Rodriguez, une femme âgée du quartier de Ray qui avait élevé ses 6 enfants. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes sur l'absence de la mère d'Emma, acceptant l'explication de Ray selon laquelle Leia était partie pour se retrouver avec la compréhension de quelqu'un qui avait vu son mariage s'effondrer avant l'enquête à l'hôpital. Complexe, mais tout aussi satisfaisant. La preuve vidéo de Miguel Santos, combinée au témoignage de Patricia Williams, avait révélé les abus systématiques envers les patients qui avaient eu lieu à Saint-Maries. 17 familles ont reçu des indemnités substantielles et l'hôpital a mis en place de nouvelles procédures de surveillance pour prévenir des crimes similaires. Plus important encore, le garçon de 5 ans que Travis et Leia avaient placé dans le coma s'est finalement réveillé. Son rétablissement était incomplet. Il subirait des dommages neurologiques durables, mais il était vivant, parlait et apprenait à marcher de nouveau. Ray avait créé anonymement un fonds fiduciaire pour les soins médicaux continus du garçon, financé par la liquidation du portefeuille d'investissement de Travis. Alors que Ray sirotait son café en regardant Emma jouer, son téléphone vibra, un SMS du docteur Martinez lui parvenant. Le bilan de santé d'Emma à 6 mois indique une santé parfaite. Quoi qu'elle ait traversé, elle est complètement rétablie. Vous devriez être fier. C'est une petite fille remarquable, selon Pride. Soyez fiers, mais pas comme le docteur Martinez l'avait souhaité. Il était fier de la justice qu'il avait rendue, des enfants qu'il avait protégés, des monstres qu'il avait éliminés. Le monde était un endroit plus sûr, Travis Kellerman et Leia Morrison étant partis, Ray ne regrettait pas ses méthodes. Une jeune femme s'approcha de l'aire de jeu avec un jeune enfant à ses côtés, une mère amenant son enfant jouer. Ray l'observa machinalement, son instinct de détective, son inventaire des détails, sa nervosité, sa position protectrice près de son enfant, où il jette des coups d'œil aux autres adultes, victimes de violences conjugales. Il évalua la séparation récente. Il avait toujours peur d'être retrouvé. Un instant, Ray envisagea de l'approcher et de lui proposer son aide. Il avait des ressources, des relations, des moyens d'aider les gens à disparaître si nécessaire, mais il se reprit. Ses jours de justicier étaient terminés. Emma avait plus besoin d'un père que le monde n'avait besoin d'une autre nuit noire. Ray se contenta d'observer et d'attendre, prêt à intervenir si nécessaire, mais se contentant de laisser les autres gérer leurs problèmes. Il apprit à ses dépens que tenter de sauver tout le monde était un chemin vers la folie, mieux valait se concentrer sur la protection de l'essentiel. Emma courut jusqu'à la clôture séparant l'aire de jeu du café,
saluant son père avec la joie simple d'un enfant qui se sentait en sécurité et aimé. « Papa » appela-t-elle. « Viens, pousse-moi sur les balançoires. » Ray termina son café et sortit, laissant un généreux pourboire à la serveuse. En s'approchant de sa fille, il repensa à la conversation qu'ils auraient un jour. Quand Emma serait assez grande pour comprendre pourquoi sa mère ne revenait pas, pourquoi ils avaient déménagé, pourquoi Ray était parfois distante et vigilante. Il finirait par lui dire la vérité. Pas tout, mais suffisamment. Emma méritait de savoir que son père l'avait protégée des monstres, que certaines personnes dans le monde voulaient du mal aux enfants, qu'elle ne devait jamais faire aveuglément confiance ni présumer de bonnes intentions. Mais pour l'instant, il suffisait qu'elle soit en sécurité, en bonne santé et heureuse. Ray la poussa sur les balançoires tandis que le soleil se couchait derrière eux, projetant de longues ombres sur l'aire de jeu. Emma rigola et demanda à monter plus haut, faisant entièrement confiance aux mains fortes de son père et à sa promesse de ne jamais la laisser tomber. Ray Morrison avait appris beaucoup de choses en 40 ans de vie, que le mal avait souvent des visages familiers, que la justice n'était pas toujours légale, que protéger l'innocence impliquait parfois de devenir monstrueux. Toi-même. Mais en regardant sa fille jouer dans la lumière déclinante, il réalisa qu'il avait aussi appris autre chose, l'amour, le véritable amour, valait n'importe quel prix, même celui de sa propre âme. Alors qu'ils rentraient ensemble chez eux, Emma bavardant de sa journée. Tout en tenant la main de Ray, il fit une promesse silencieuse à sa fille et à lui-même, les monstres avaient disparu, les cauchemars étaient terminés et l'avenir leur appartenait. Ray Morrison, détective et père, avait gagné la seule guerre qui comptait vraiment, et il passerait le reste de sa vie à s'assurer que la victoire perdure. Et voilà, une autre histoire se termine.